Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette webconférence interactive présentée par la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, la DGALN, placée sous l'autorité conjointe des ministres de la cohésion des territoires et de la transition écologique et solidaire, élabore, anime et évalue notamment les politiques de l'urbanisme, de la construction et du logement. Elle parraine donc un cycle de plusieurs webconférences sur ces différentes thématiques, dont celle d'aujourd'hui, consacrée à la dématérialisation des autorisations d'urbanisme pour laquelle les collectivités se mobilisent. Alors pourquoi cette thématique? La loi Elan de 2018 a donc rendu obligatoire la mise en place de la dématérialisation de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme pour les communes de plus de 3500 habitants à partir du 1er janvier 2022. Ce qui signifie qu'elles doivent offrir la possibilité de numériser toutes les procédures liées aux demandes de permis de construire, de montre préalable de déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux. Ce que certaines ont déjà commencé à mettre en œuvre, comme Niort, Paris ou Grand Lyon, dont nous aurons un premier retour d'expérience durant cette webconférence. Les services déconcentrés de l'État sont également engagés dans la dématérialisation. Une démarche dont les impacts sont bien évidemment importants sur l'organisation et les méthodes de travail, avec des bénéfices attendus en termes de qualité, de fluidité dans la gestion des dossiers, par exemple. Alors, les questions liées à cette démarche sont nombreuses. Nous attendons d'ailleurs les vôtres. Nous en avons déjà reçu quelques-unes. Anticiper la dématérialisation, oui, mais comment? Quels sont les bons outils à mettre en place, quelles conséquences en matière de GRH pour certains personnels, quels investissements au niveau matériel, notamment informatique, quid des dossiers papier, comment gérer notamment le double flux, papier numérique, comment gérer les problématiques usagées par rapport au numérique, quelles conséquences donc pour les administrés et enfin jusqu'où va la dématérialisation. Donc pour en parler et répondre dans la mesure du possible à toutes vos questions, deux intervenants sont avec nous que je vous présente tout de suite. Alors Jean-Baptiste Lannes, directeur du programme DEMAT ADS, dématérialisation de l'application du droit des sols et de la fiscalité associée au sein de la DGALN depuis le mois de juin. Vous avez rejoint l'État il y a déjà plusieurs années pour prendre la direction de grands programmes complexes de transformation de l'action publique comportant une forte composante numérique et des enjeux importants en termes de modernisation. Concernant particulièrement celui de la dématérialisation des autorisations d'urbanisme, l'État s'est positionné pour accompagner les collectivités dans leur démarche. Vous nous présenterez et expliquerez ainsi les solutions qui ont été développées. Rachel Loiseau, bonjour. Vous êtes chef de projet à la métropole de Lyon depuis avril 2017 à la direction des stratégies territoriales et des politiques urbaines, territoire et planification. Vous gérez l'administration des outils informatiques utilisés pour l'urbanisme comme le SIG Urbanisme pour tracer du PLUH métropolitain et l'instruction des ABS. Et vous êtes donc également chargé de la dématérialisation des ADS, démarche qui a été anticipée au sein de la métropole. Alors pourquoi, comment, quels ont été les premiers pas réalisés, quelles difficultés rencontrées, quels avantages pour la collectivité, où en êtes-vous? Nous reviendrons plus en détail avec vous justement sur le projet qui est mené par la métropole. Et pour ma part, donc je me présente, je suis Estelle Chevassu et je suis donc journaliste. Alors, au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions en direct via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface sur la droite de votre écran. Nos intervenants feront le possible pour y répondre à la fois pendant leur intervention, mais également à la fin de celle-ci, donc restez bien connectés. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Il est temps à présent de vous laisser la parole et donc je vous propose, Monsieur Lannes, de commencer avec une présentation de la démarche. Alors, si on peut passer à la diapositive suivante. Voilà. Alors, la démarche de dématérialisation de l'application du droit des sols et de la fiscalité associée n'est pas simplement un projet de système d'information. C'est une véritable démarche de transformation qui a de nombreuses composantes.
D'une part, il y a des composantes, on le verra, et puis je remercie Madame Loiseau d'être venue témoigner des composantes d'organisation, des composantes de management, des composantes de transformation des modes de fonctionnement. Et d'autre part, il y a aussi la volonté du ministère et de la DGALN d'améliorer le service et d'être force de proposition pour des innovations en termes de services qui sont proposés aux citoyens. Alors, pour bien détourer finalement l'ampleur de cette démarche, de quoi parle-t-on? On parle des demandes d'autorisation d'urbanisme, donc une personne, un particulier ou une personne morale, une entreprise souhaite réaliser un projet. Donc, il constitue sur la base de CERFA un dossier. Ce dossier, il le dépose au guichet unique qui est la commune du lieu où il veut implanter son projet. Et là, deux possibilités. Soit la commune est considérée comme compétente et à ce moment-là, l'instruction est réalisée par les services de la commune ou les services d'un EPCI. Soit, donc c'est-à-dire d'un établissement public de coopération intercommunale, merci, et puis soit la commune n'est pas considérée comme compétente, à ce moment-là, ce sont les services de l'État qui font cette instruction. Il y avait justement une question qui nous était déjà arrivée sur cette obligation quand l'intercommunalité a pour compétence urbanisme. Alors, cette obligation, j'y reviendrai un peu plus loin, mais il est clair que si c'est l'intercommunalité à qui ont été confiées l'instruction, l'obligation va peser sur cette intercommunalité. Hein, et si cette intercommunalité recouvre des communes de plus de 3500 habitants et des communes de moins de 3500 habitants, l'intercommunalité, dans son acception large, devra se poser la question de quelle est la migration, quel est le calendrier de migration. Il y a des obligations en termes de délai pour les communes de plus de 3500 habitants. Il n'y a pas d'obligation de délai pour les communes de moins de 3500 habitants. Mais il peut y avoir une obligation, je dirais, de gestion, de dire ben, tout le monde y passe parce que ça a du sens, ça permet à l'intercommunalité d'avoir qu'une seule façon d'adresser les dossiers et pas une multitude de façons. Donc ça va dépendre aussi des liens entre l'intercommunalité et les communes, et ces liens sont très divers. En tout cas, c'est notre perception. Pour revenir donc sur l'instruction, donc l'instruction soit réalisée par les DDT, soit réalisée par les services instructeurs des communes, avec une problématique particulière à cette procédure qui est, j'allais dire, le point de complexité, c'est que l'instruction demande des avis. Une multitude d'avis, on a dénombré, ça peut aller de 0 avis pour un dossier extrêmement simple, jusqu'à 40 avis, voire même des sous-avis. Donc on est vraiment dans des consultations très larges et tout à fait justifiées, hein, évidemment. Et donc le dossier finalement commence par une procédure linéaire et explose en une procédure multilatérale. Donc, et ça va être cette complexité que l'État va essayer de résoudre en proposant des outils que nous allons co-construire. Et c'est ce que je voudrais insister là-dessus, c'est que l'objectif, c'est bien de co-construire les outils avec l'ensemble des parties prenantes qui sont nombreuses. C'est ce qu'on verra un peu plus tard. Donc, on va parler des fondements juridiques, peut-être? Oui, tout à fait. Alors, deux fondements juridiques à cette dématérialisation de l'application du droit des sols. Le premier, c'est la saisine par voie électronique. Donc, il y avait des échéances. On avait exonéré les DAU dans un premier temps de possibilité de saisine par voie électronique. Et puis, ça a été reporté au 1er janvier 2022 pour coïncider avec l'obligation qui est apportée par la loi Elan. La saisine par voie électronique, c'est quand même important parce que ça permet aux citoyens, donc aux concitoyens, à nos concitoyens, de déposer depuis chez eux des demandes d'autorisation d'urbanisme. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et puis, du côté de la loi Elan, là, il y a une obligation plus forte qui vise finalement à dématérialiser l'ensemble de la procédure, pas simplement la dépose, mais aussi l'ensemble de la procédure. Et donc, qui demande aux communes de plus de 3500 habitants d'avoir un dispositif d'instruction dématérialisé. Donc ça, c'est important. J'allais dire, c'est un premier pas, ça va mettre l'ensemble de la procédure, mais on voit bien que la procédure ne s'arrête pas là et que si on veut tirer l'ensemble des bénéfices, il faudra certainement dématérialiser l'ensemble du traitement. Quels sont les bénéfices pour les usagers?
Alors, les bénéfices pour les usagers. Je pensais qu'on allait… Voilà. Voilà. Pour les usagers, je vais un peu vite et puis quitte à ce qu'on réponde un peu sur les questions. Pour les usagers, alors globalement, c'est la simplification des démarches administratives que les services soient disponibles 24/24, 7 sur 7. Vous voulez constituer votre dossier, déposer votre dossier le dimanche chez vous, vous pouvez le faire et vous n'avez pas besoin de vous rendre en guichet. En tout cas, en première intention, vous pouvez le faire. Après, s'il y a des discussions, le guichet restera ouvert. Et d'ailleurs, ça me permet de dire qu'il y a une obligation pour les communes de disposer d'un dispositif de dématérialisation. Par contre, il n'y a aucune obligation pour le citoyen. Donc, il y a bien l'inclusivité qui a été prise en compte dans le caractère de la loi. C'est que si vous avez des particuliers qui ne souhaitent pas déposer, voilà, à ce moment-là, vous n'avez pas d'obligation. Et on reverra ça certainement avec Madame Loiseau sur la problématique des dossiers papier qui vont arriver au guichet unique des collectivités, alors qu'il y aura des dossiers qui vont arriver de manière dématérialisée. Comment traiter ce double flux? Donc ça, c'est un sujet. Déjà, la simplification. Après, il y a clairement une amélioration pour les citoyens sur la fiabilité des données. On en discutera avec les outils qu'on a essayé de mettre en place. La problématique de la qualité des demandes d'autorisation d'urbanisme est extrêmement importante, que ce soit au niveau des services instructeurs en collectivité territoriale ou des services de l'État. La qualité des dossiers est faible, pas parce que les personnes, les citoyens ne les remplissent pas bien, les pétitionnaires ne les remplissent pas bien, mais c'est que c'est quand même des dossiers qui sont compliqués, il y a plusieurs CERFA, la notice du CERFA c'est 60 pages, donc globalement c'est des choses qui sont compliquées à mettre en place, compliquées et difficiles, donc il peut y avoir des erreurs, il y a des pièces justificatives qui sont demandées, si ce n'est pas fait par un professionnel, ces pièces justificatives peuvent être absentes, ça va nécessiter, donc il y a vraiment améliorer, simplifier cette capacité, aider finalement le citoyen à déposer correctement, ou la personne, le pétitionnaire, à déposer correctement son dossier. Après, des avantages de transparence. Alors, transparence, ça veut dire que comme les systèmes sont connectés avec eux, entre eux, on pourra leur envoyer aux pétitionnaires des alertes ou en tout cas des états qui pourront leur dire voilà, votre dossier, il a été transmis à telle et telle étape. Alors, c'est un sujet sur lequel on est vigilant, avec lequel on va travailler avec l'ensemble des parties prenantes, parce que l'objectif, c'est pas de faire crouler le pétitionnaire sur des informations dont il ne saurait que faire et qui soient un peu anxiogènes, qui le poussent à prendre son téléphone et appeler le service concerné, parce qu'à ce moment-là, ça serait véritablement contre-productif. Et c'est d'ailleurs une des alertes pour des témoignages que l'on a, c'est surtout donner la bonne information et pas une information qui peut être anxiogène. C'est une information qui se veut rassurante. Qui veut donner de la transparence sur la procédure et qui ne doit pas, imaginons, qui ne doit pas dire « Ah là, je vais prendre, tiens, il y a un avis qui a été rendu, hop, il faut que je prenne mon téléphone », parce qu'à ce moment-là, ça va encombrer les services. Donc, c'est une transparence qui peut être faite avec beaucoup de sagesse, j'allais dire. Ce n'est pas une transparence complète, irraisonnée. La fluidité. La fluidité, ça évidemment, clairement, dans la transmission des informations, que ce soit pour l'usager ou que ce soit pour l'administration. Et puis, la réduction des délais entre les services consultés, puisque les délais de transmission, c'est quand même des délais où vous deviez constituer les envois, les pièces, etc., les mettre au courrier, puis après, vous avez le dossier d'acheminement, la récupération dans les services. Donc, c'est des délais qui pouvaient être longs et qui obéraient, je dirais, le durée d'instruction, puisqu'on est sur des procédures, il ne faut pas l'oublier, avec des délais contraints d'instruction. Donc, ce qui peut donner du temps en délai… Je regarde Madame Loiseau parce que je pense que vous confirmerez effectivement que cette partie réduction des délais, ça a un impact. C'est évident, puis aujourd'hui, c'est ce qui grippe un petit peu aussi la chaîne. Vous l'expliquerez, vous savez, quand on a plusieurs interlocuteurs à qui il faut envoyer des dossiers et qu'on n'a pas assez de dossiers, on est obligé d'attendre aujourd'hui que le dossier revienne pour consulter quelqu'un d'autre, alors que demain, on devrait pouvoir consulter tout le monde en même temps. Alors, pour les collectivités, bon, évidemment, une meilleure efficacité avec une optimisation des différents processus et en particulier, honnêtement, une suppression d'un certain nombre de tâches liées d'abord à une réduction de la non-qualité des dossiers reçus. Alors, on ne va pas supprimer toute la non-qualité, c'est illusoire, hein, bien évidemment, il y a des choses qui sont rémanentes et qui resteront parce qu'il y a une incompréhension ou alors il y a des erreurs de saisie de la part du pétitionnaire. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut orienter
le pétitionnaire pour qu'il y ait moins d'erreurs. Le deuxième sujet, c'est qu'il n'y aura pas de ressaisie. Ça, c'est le grand avantage de la dématérialisation. Vous recevez un dossier et vous avez dans votre système de gestion, dans les différents systèmes de gestion, les mêmes informations. Donc ça, c'est important. Pas de ressaisie nécessaire, pas de je lis un CERFA mal rempli et je fais des erreurs. C'est véritablement l'information vous arrive et elle peut être vérifiée. D'autre part, plus de problématiques d'envoi à différents services de consultation. Là, vous pourrez ça gérer directement depuis votre système de gestion, en tout cas pour les collectivités. Ce sont des économies, évidemment, qui viendront, j'allais dire, contrebalancer le nécessaire investissement des collectivités et des autres parties prenantes, hein, des services consultés, des services de l'État, des concessionnaires, de tous les services consultés. Il y a un investissement pour pouvoir travailler sur ces dossiers dématérialisés. Alors, du côté de... Une question peut-être? Oui, sur le dernier point, sur les, je ne sais pas si vous souhaitiez ajouter quelque chose sur la question du recentrage des agents. Oui, essayez d'éviter les ressaisies, essayez d'éviter la manipulation des dossiers, essayez d'éviter tout ce qui est finalement les tâches un peu ingrates, les problématiques d'archivage, de ressortir aux archivages, et de les recentrer finalement sur l'instruction qui est un sujet qui est compliqué, et aussi l'accueil et les services aux citoyens, puisqu'il peut y avoir des échanges lors de l'instruction sur des problématiques liées au dossier et à la demande d'autorisation d'urbanisme. Ça s'appelle une évolution des tâches, on oui. avec Madame Loiseau, voilà. Justement du retour d'expérience. Donc on continue si oui. vous souhaitez. Alors après, ce que l'État a mis en œuvre, ce que la DGALN a lancé, c'est la constitution d'une suite logicielle. Alors pourquoi une suite logicielle et pas un grand logiciel? Parce que d'abord on a une peur bleue de l'usine à gaz qui doit tout faire, du magiciel et qui ne fonctionne jamais. Ça, c'est un premier sujet. Donc, préfère avoir des briques qui sont un peu autonomes. Et d'autre part, parce que comme on le verra, les besoins sont différents et les usages sont différents entre les acteurs et les cas de gestion sont différents entre une commune qui est déjà très équipée, une commune qui n'est pas très équipée, qui n'est pas compétente, qui est plus rurale. Et on ne va pas avoir les mêmes besoins, on n'aura pas la même volonté d'outiller la chaîne complète. Le premier sujet, alors qui est intéressant, sur lequel je vais pas insister, mais en tout cas sur lequel je vais vous appeler à aller le tester, parce que je pense que c'est pour toutes les personnes, c'est intéressant de voir les efforts qui ont été faits par l'administration pour comment dire, améliorer le service aux utilisateurs et aux usagers, c'est Ado. Alors Ado est disponible en version bêta d'ores et déjà sur servicepublic.fr, la plateforme de la DILA, et c'est un service qui permet non pas d'avoir à choisir son CERFA et puis de comprendre la notice, etc. Alors quand je dis choisir son CERFA, c'est choisir parmi tous les CERFA qui sont sous-jacents aux demandes d'autorisation d'urbanisme. Donc, ça veut dire une certaine complexité, voilà. Mais c'est plutôt de décrire son projet, la localisation de son projet, de pouvoir repérer grâce à des services interactifs la parcelle de son projet et de décrire son projet et de constituer ainsi et de remplir en décrivant son projet de manière intuitive, si vous voulez, de constituer le CERFA, de le remplir, et puis aussi de déterminer la liste des pièces justificatives, et ça sans erreur. En tout cas, de manière beaucoup plus rationnelle que ce qu'on pourrait faire soi-même, en tout cas beaucoup plus assisté. Donc c'est un service qui existe, qui est intéressant. À terme, on voudrait que ce service soit connecté avec l'ensemble des systèmes d'information des collectivités territoriales pour que les dossiers ainsi constitués soient transvasés directement au SI, au système d'information des collectivités territoriales et des systèmes d'instruction de l'État. Ça, c'est cette première brique qu'on va continuer à faire évoluer avec la DILA, sur lequel véritablement on offre un très beau service, un service très intéressant de simplification pour les utilisateurs. Après, deuxième service qui est deuxième brique qui est Plateau. Alors Plateau, c'est la plateforme et là, c'est le nœud, j'allais dire, le hub qui vise à
réduire la complexité de connexion de tous les services instructeurs avec tous les services potentiellement consultés. On l'a évoqué, de 0 à 40 consultations. Et ces consultations, ça va d'administration départementale, d'administration nationale de services déconcentrés, mais aussi des acteurs privés comme des gestionnaires de réseau. Ce n'est pas un outil métier. Hein. Clairement, les collectivités territoriales, les services consultés, les opérateurs gardent leur outil. Par contre, tout le monde communique sur cette base de cette plateforme, ce qui permet de ne pas avoir à créer autant de points à points, de liaisons point à point avec un nombre très important et de ne pas laisser les acteurs eux-mêmes aller chercher les contacts pour créer ces raccordements, mais d'avoir des raccordements qui sont clairement bien, qui sont finalement mutualisés. C'est vraiment un service commun à l'ensemble des administrations, à l'ensemble, et c'est pour ça que l'État s'est engagé sur cet outil. Dernière brique, qui est une brique que nous allons concevoir pour, cette fois-ci, les communes dont nous assurons l'instruction, en particulier les communes qui sont au règlement national de l'urbanisme, hein, donc les communes dites non compétentes en termes d'urbanisme. Et là, il leur faut un guichet unique pour pouvoir recevoir des documents. Alors, ce sont des communes généralement de petite taille, donc clairement qui sont des communes de moins de 3500 habitants, sur lesquelles ne pèse pas d'obligations particulières, mais nous considérons qu'il faut quand même trouver des solutions pour que s'il y a des communes qui sont intéressées pour diverses raisons de rentrer dans cette démarche, on puisse les accompagner correctement avec un outillage correct. La trajectoire à présent? Alors la trajectoire, très vite, je sens que vous me pressez, je vois l'heure qui tourne. Non, il n'y a pas de Si, alors la trajectoire, c'est important, très schématiquement, vous avez là, vous avez un dessin avec une belle flèche verte très optimiste qui décrit l'année 2020. Donc 2020, c'est la conception de la solution. 2021, ça va être son déploiement. Donc 2020, nous allons travailler sous un mode expérimental avec des collectivités territoriales, des DDT et des éditeurs à de premières expérimentations qui vont arriver très vite. Donc, nous avons 12 DDT, dont celle du Rhône. Nous avons des collectivités territoriales, dont le Grand Lyon, voilà, dont Madame Loiseau. Et puis, nous avons des éditeurs. Alors, les éditeurs, c'est une brique importante hein, pour nous, puisque c'est eux qui fournissent des solutions intéressantes et pertinentes qui amènent des services aux collectivités territoriales. Donc, nous travaillons avec les éditeurs pour arriver à ce que tout le monde se parle. Donc, le premier jalon que nous allons avoir, c'est de faire communiquer les DDT avec les collectivités territoriales, que ce soit pour des problématiques d'instruction dans le cadre des dossiers État, mais aussi que ce soit dans le cadre de la fiscalité, puisque il peut y avoir une liquidation et en particulier pour la taxe d'aménagement, un calcul de la taxe d'aménagement. Après, donc, comme vous le voyez sur la courbe, c'est important. Au-dessus, vous avez les acteurs. En dessous, vous avez les objets que nous allons manipuler. On va commencer par le dossier pour les objets, les dossiers manipulés, les demandes d'autorisation d'urbanisme. Et puis, on va rajouter les avis, puis après les décisions, en fait, les décisions, puis après les avis. Et on va le faire de manière, j'allais dire, assez prosaïque et puis de manière itérative et puis progressive. Donc, voilà. Et puis… sur les décisions, je me permets de vous interrompre parce qu'on a une question et je me dis qu'on peut peut-être y répondre. Est-ce que les communes devront continuer à envoyer la décision de contrôle de légalité via acte? Alors, il existe une obligation pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, cette obligation va arriver en août 2020, merci Madame Loiseau, pour l'obligation de transmettre les décisions en matière d'autorisation d'urbanisme au contrôle de légalité. Donc nous travaillons avec la DGCL, la Direction Générale des Collectivités Locales, pour le tuyau entre plateau et acte pour pouvoir transmettre ce sujet-là. Nous travaillons aussi sur la politique d'application de cette contrainte, puisque derrière, elle doit être coordonnée avec la dématérialisation de l'application du droit des sols. Donc, à terme, les collectivités transmettront naturellement par acte. Après, il y a des phases transitoires qu'il faut qu'on définisse bien avec la DGCL pour être sûr qu'on n'obère pas l'avenir. Donc, voilà. Donc,
Ça, c'est les décisions. Et puis, au-dessus, les acteurs. Alors, les acteurs, on va, au fur et à mesure de l'année prochaine, faire basculer les services consultés à l'intérieur du dispositif. En premier, les premiers services consultés que l'on veut faire basculer, c'est le ministère de la Culture, parce qu'ils ont une importance prépondérante dans l'instruction, en particulier les ABF, les architectes des bâtiments de France, avec les UDAP. Et puis, très rapidement derrière, les pompiers, c'est-à-dire les services départementaux, d'incendie et départementaux, merci, départementaux et de sécurité. Donc, et cette trajectoire devrait nous permettre d'augmenter notre périmètre au fur et à mesure. Ce qui devrait nous donner aussi la possibilité de tester les solutions très rapidement, en vraie grandeur, avec des vrais dossiers, pour voir s'il y a des écueils et les repérer tout de suite, de ne pas attendre fin 2020 ou même pire, fin 2021 pour s'apercevoir que le système ne fonctionne pas. Ça ne marchera pas comme ça. Alors, peut-être une petite question, puis de 2022, la démarche se poursuivra? Alors oui, c'est vrai que là, je vous ai mis en 2020 la construction de la solution, 2021 son déploiement. Il est évident qu'après, au-delà de 2022, on continuera à travailler sur ces questions-là, puisque on voit bien que c'est une procédure qui est très complexe, qui mérite certainement des évolutions. On va travailler dans le cadre de notre comitologie qui associe les associations des représentants des collectivités territoriales, les services déconcentrés, les autres ministères, et qui associe même des concessionnaires sur quelles seraient les évolutions de la procédure, qu'est-ce qu'on est capable de faire, quels sont les irritants, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour le pétitionnaire, pour l'administration elle-même, et quand je dis pour l'administration, pour les administrations elles-mêmes, pas pour l'administration d'État, mais pour l'ensemble des administrations. Donc c'est quelque chose qu'on souhaite faire. On est un peu contraint par le délai du 1er janvier 2022, mais on a bien l'intention de commencer à travailler sur des améliorations, parce qu'on sent bien que la dématérialisation, pour être vraiment avoir porté du sens, elle devra faire l'objet d'un certain nombre de transformations qui nécessiteront énormément de concertation pour que tous les acteurs soient d'accord sur les évolutions qu'on va proposer. Très bien. On termine avec la conduite du changement. Oui, alors la conduite du changement, très rapidement là aussi, on vous a mis non pas un homme qui marche, mais un homme qui court, parce que ce que l'on voudrait faire, c'est d'avoir des premiers éléments de conduite du changement d'ici la fin de l'année. Donc on a lancé des rencontres terrain, on va travailler avec les associations d'élus, avec l'AMF et la DCF, sur une enquête pour élargir notre spectre, une enquête auprès de leurs adhérents pour élargir la vision, notre point de vue, notre horizon. Ça, c'est d'ici, j'espère, à la fin de l'année, en tout cas en tout début, parce qu'on voudrait avoir des premiers éléments d'études d'impact, d'analyse de risque, et puis des premiers éléments opérationnels de conduite du changement d'ici la fin de l'année, parce que comme on va avoir des expérimentations en vraie grandeur, on voudrait éprouver ces premiers outils en vraie grandeur. Ça me permet d'insister sur le fait qu'on travaille, on est en co-construction à plusieurs niveaux. D'une part, on a une comitologie, comme je l'ai dit, très large, interministérielle, avec les associations d'élus. Et donc, on est très clairement dans le cadre du réseau urbanisme et numérique qui a fait l'objet dont la charte a fait l'objet d'une signature en février entre le ministre et la DCF et l'AMF. D'autre part, on va travailler à des expérimentations dans lesquelles sont pleinement impliquées plus de 60, je crois, collectivités territoriales, je dis même plus. Alors justement, il y a une question, on me demande, comment on peut être collectivité testeuse? Alors, ce que l'on a fait pour ce premier jalon, j'allais dire qu'on a à peu près notre quorum. Clairement, ça fait partie, on a nos DDT, parce qu'il fallait avoir à la fois des DDT, à la fois des éditeurs et à la fois des communes qui étaient partantes. Il fallait ce triplet, si vous voulez, ce triptyque à chaque fois, pour que le système puisse fonctionner. Donc pour les prochains jalons, ce que je peux proposer, c'est d'aller sur le site du ministère. Vous trouverez les adresses de la charte du réseau urbanisme et numérique, et vous pouvez vous enregistrer et vous déclarer. Puis, on va toujours passer par notre réseau des déconcentrés, donc les directions départementales du territoire, pour prendre, donc rapprochez-vous de vos directions départementales du territoire si vous souhaitez être candidate, parce que c'est notre vecteur pour communiquer avec l'ensemble des collectivités territoriales, et c'est vers elles, et vers par exemple les clubs ADS qui peuvent exister dans certains départements et qui sont même relativement généralisés, où vous pouvez commencer à échanger. Donc,
premier échelon, j'ai dit, cet aspect de grande concertation qu'on réalise dans notre propre comitologie. On a un groupe miroir auquel peuvent candidater les collectivités, sur lequel on peut travailler et soumettre des sujets aux collectivités territoriales. On l'a fait là, pour la préparation du Salon des maires, où les plaquettes qu'on a présentées, qu'on a élaborées, ont été revues et relues par des collectivités qui ont permis de les rendre plus sensibles, plus substantielles pour les collectivités territoriales. Et en dernier lieu, effectivement, dans les expérimentations, 60 collectivités impliquées, plus de 60 collectivités impliquées, et qui ne manqueront pas de nous dire si ce que l'on construit ne fonctionne pas ou n'est pas satisfaisant. Donc, l'objectif, c'est bien de co-construire. Si je dois conclure là-dessus, c'est que les solutions seront co-construites avec l'ensemble des parties prenantes. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Lannes. Madame Loiseau, donc on va rentrer dans l'expérience, la mise en pratique avec votre retour d'expérience à la métropole de Lyon. Je vous propose d'abord de présenter rapidement un contexte du projet de la métropole. Oui, alors la métropole de Lyon, c'est 59 communes qui vont de la ville de Lyon à la toute petite commune, puisqu'on a des communes de 2000 habitants, des communes de 10 000, on a un petit peu toutes les tailles. C'est un PLUH métropolitain, donc un seul document d'urbanisme pour l'ensemble des communes. Nous avons un service d'instruction qui est à la métropole et qui intervient sur 26 communes. Il y a aussi un autre service mutualisé qui regroupe 8 communes, donc c'est communal, et les autres communes ont leur propre service d'instruction. Nous avons un service qui est chargé de la consultation des services métropolitains. Donc, en fait, plutôt que chaque service instructeur aille interroger l'eau et l'assainissement ou la voirie, etc., c'est un service qui, en fait, centralise et permet d'avoir la voix de la métropole sur le dossier sur lequel elle est consultée. Donc, vous avez des petits pictogrammes qui vous présentent les différents services, aussi des architectes de conseil qui sont mutualisés, des services arbres et paysages, donc avec des compétences qui ne sont pas forcément obligatoires, mais qui répondent en fait à ce qu'on a mis dans le PLUH et qui permettent de donner plus de qualité à l'instruction. Et enfin, on a, et là on est déjà un petit peu dans la dématérialisation et ça fait longtemps que ça fonctionne comme ça, on a un logiciel de gestion de l'instruction qui est mis à disposition par la métropole de l'ensemble des communes et il est déjà partagé par tous les services. Donc en interne, les services de la métropole rendent déjà des avis dématérialisés. Ils se prononcent sur des dossiers papier. Demain, il faudra que ce soit sur des dossiers numériques, mais en tout cas, ils rendent déjà leur avis au format numérique. Le calendrier. Alors, j'ai fait figurer, en fait, depuis le projet de SVE qui était prévu en novembre 2018 jusqu'à la loi Elan, et vous voyez que tout est un peu centré sur la période qui va d'aujourd'hui, enfin déjà quelques mois, et septembre 2020. En fait, à la métropole de Lyon, on a décidé de mettre en place la dématérialisation pour septembre 2020. Parce que déjà, on a 3 communes qui sont concernées par l'obligation de transmettre leurs actes de façon dématérialisée en août 2020. Mettre des choses en place en août, ça va être un petit peu difficile. Donc, du coup, on est plutôt parti pour viser septembre. Et d'ici là, eh bien, en fait, on a développé les éléments. Alors, c'est ce qui est présenté sur les briques qui sont plutôt de couleur orangée. Donc, on travaille sur la téléprocédure de dépôt, donc, qui est en fait développée en interne avec le guichet numérique proposé par la métropole. Et ensuite, elle sera suivie d'une expérimentation qui va prochainement commencer, où là, on va travailler avec des professionnels de l'immobilier, des particuliers, si on arrive à trouver des gens qui sont bien volontaires, et les communes qui, en tout cas, pourraient jouer le rôle de particuliers. On va aussi développer ce qu'on appelle le bureau virtuel. Alors, en fait, c'était une idée qu'on voulait au départ faire en interne. L'objectif, c'est de redonner des repères aux instructeurs. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde a des habitudes de travail, a ses repères. En bleu, c'est les déclarations préalables. En rouge, c'est les permis de construire. En vert, c'est les permis d'aménager. C'est très clair. On a des piles qui montent, qui se défont, le dossier qui se promène. Mais demain, au format dématérialisé, plus de piles sur le bureau. Donc, comment est-ce qu'on fait pour retrouver ces repères et réussir à retravailler sereinement sans être complètement déboussolé?
Donc, on avait pensé à ce qu'on appelait le bureau virtuel et en fait, plutôt que de le développer en interne, on a soumis ces idées à l'éditeur, à notre éditeur de logiciels qui va en fait les intégrer sous forme de tableau de bord dans son logiciel. On a aussi une expérimentation sur le matériel, puisqu'en fait, les ordinateurs actuellement utilisés, a priori, ne vont pas paraître suffisants. À minima, on préconise l'utilisation d'un double écran, avec notamment des écrans de taille suffisante. On a aussi mis en test un écran tactile pour voir si ça avait une utilité ou pas. Des doubles écrans grand modèle, petit modèle, avec de la haute résolution. Voilà, on essaye un petit peu tout. Vous avez l'idée de ce que ça représentera un investissement? Ça reste... Et ben en fait, c'est ce qui, si, il faut une carte graphique et puis du coup des capacités suffisantes pour que on n'ait pas de difficulté et il faut de la fluidité dans la lecture de plans. Parce qu'instruire un dossier de permis de construire, c'est consulter des plans. Donc, il faut que ce soit fluide et qu'on ne mette pas 3 heures à télécharger le plan et en se disant que ce n'est pas celui qu'on voulait voir et qu'il faut en ouvrir un autre. Donc, il faut que ce soit vraiment facile d'utilisation. Donc, pour ça, il faut des outils. Et ça, c'est un petit peu, on le voit, nous, dans les collectivités, enfin les communes de la métropole, ce sont des préconisations que certains élus ont du mal à entendre en disant mais vous n'avez pas besoin de ça au service urbanisme. Eh bien si, si, on devrait quand même en tirer un bénéfice d'avoir un bon équipement. Voilà, donc on travaille aussi sur la numérisation. Donc tout à l'heure, on en a rapidement parlé sur les dossiers papier, puisqu'en fait, comme le dépôt par voie numérique est une possibilité, ça veut dire qu'on va continuer à recevoir des dossiers papier et des dossiers dématérialisés. Sauf que si on se réorganise pour instruire de façon dématérialisée, ça va être compliqué de continuer à travailler comme aujourd'hui avec les dossiers papier. Donc, l'option que nous avons prise, nous, c'est de ne pas avoir de double flux et de numériser l'ensemble des dossiers pour n'avoir que du dossier numérique. Ça veut dire que c'est à la charge de la collectivité. Pour l'instant, on est en train donc, de tester avec un logiciel qui reconnaît les pièces qu'on aura identifiées par des codes barres et qui va directement les enregistrer et les renommer selon le code de la pièce. Ça va nous permettre d'identifier en fait combien de temps il faut pour faire un dossier simple, pour une UDP, pour un PC, et pouvoir quantifier et savoir comment s'organiser. Parce qu'il y a plusieurs options. Hein. On pourrait mettre en place un service métropolitain de numérisation. Ça peut être les communes qui ont leur propre service, sachant que derrière, on a quand même la problématique de l'archivage électronique et que si on veut pouvoir archiver le dossier papier, il faut qu'il soit certifié. Il y a pas mal de questions justement autour de l'archivage électronique qui nous arrivent. Voilà, il y a une question, Monsieur Lannes, vous en aviez parlé. Est-ce que ça signifiera qu'il sera nécessaire d'avoir uniquement un archivage numérique ou est-ce qu'on et plus du tout d'archives papier? Moi, à partir du moment où le dossier est déposé numérique, c'est celui-ci qui fait foi, donc c'est celui-ci qui doit être archivé. Et là aussi, si on ne veut qu'un seul archivage, donc pour le coup numérique, eh bien, il faut numériser les dossiers papier en étant certifié par les archives pour garantir qu'il est rigoureusement exact au dossier qui a été déposé. On a une capacité suffisante pour le stockage aussi, l'archivage. Oui. Mais l'archivage papier est souvent un problème dans les communes. Oui, l'archivage papier dans les communes nous remonte comme un problème. Donc on voit bien que Plateau, qui est central, pourra peut-être à terme disposer de services et pourra réfléchir à des services qui seraient des services proposés aux collectivités territoriales d'archivage, puisque Plateau verra circuler au sein de l'ensemble des dossiers. Bon, pour l'instant, on va travailler pour les propres besoins de l'État. Quand on aura un dispositif d'archivage, on verra, mais je dirais que ce n'est pas notre cible immédiate, hein, clairement, mais on verra s'il est intéressant. Et voilà. Après, il y a un véritable sujet métier et réglementaire. La responsabilité du guichet unique est importante en termes d'archivage. Donc, l'archivage et la responsabilité des collectivités de la commune. Et donc, à voir après comment on change ou on délègue cette responsabilité, sous quel module, et ça, sous quelle modalité, mais ce n'est pas encore pour le moment défini. D'accord. Je vous en prie, Madame Rousseau, si c'était possible. Non, ce qui reste à présenter, c'est le travail donc, sur l'archivage, on a parlé, et le parapheur électronique.
puisqu'en fait, plus qu'à être dans de la dématérialisation, autant aller jusqu'au bout et aller jusqu'à la signature sans rematérialiser au moment de la signature l'arrêté et le faire signer par l'élu à ce format. J'ai aussi ajouté 2 petites briques qui sont juste des expérimentations, puisqu'en fait, on fera partie donc, de l'expérimentation avec les services de l'ADDT et l'expérimentation de plateau quand celui-ci sera mis en œuvre. Bon, les outils et la méthodologie. Alors, sur la méthode, donc, comme je l'ai présenté, on a segmenté notre projet en fait en postes thématiques et on les expérimente de façon séparée avant de pouvoir tout orchestrer et mettre ensemble et le mettre en œuvre de façon globale. On a une équipe projet qui est composée en fait à la fois de personnes qui s'occupent de l'informatique et des personnes plutôt côté métier. Par exemple, on a la chef de projet informatique, moi-même pour le côté métier, la responsable du service instructeur de la métropole, le chef de projet de la dématérialisation pour la ville de Lyon. Et on a un groupe de communes pilotes qui sont représentatives de petites, moyennes et plus grandes communes. Donc, on consulte de temps en temps au gré de l'avancement en fait, du projet. Bien sûr, on a travaillé en collaboration avec notre éditeur de logiciels. Et puisqu'on parle de dématérialisation, c'est évident que le logiciel est au cœur en fait, du projet. Et puis, on a un accompagnement au changement, donc ça avec une assistante à maîtrise d'ouvrage qui nous accompagne dans la réorganisation des services. Puisqu'en fait, on ne peut pas envisager de dématérialisation sans réorganiser les services. Les agents, forcément, dans cette démarche. Oui, et puis on va pas travailler de la même façon. Donc, il faut se réorganiser et du coup, c'est une bonne occasion aussi de revoir, réinterroger ses pratiques et son organisation, qui pour certains services sont parfois anciennes et ne sont plus adaptées à cette nouvelle méthode de travail. Il y a une question qui a été posée, et je fais peut-être le lien avec la méthodologie que vous présentez, par rapport aux prestataires privés. Est-ce que dans le cadre de la dématérialisation, cette dématérialisation, il y a un contact, ils sont associés, il y a des échanges qui s'opèrent? Alors, prestataire privé, c'est très vague. Oui, je ne sais pas s'il y a une définition. Je sais que la loi Elan offre la possibilité que des prestataires privés puissent réaliser l'instruction. Donc, c'est peut-être ces sujets-là, dans ce sens-là. Donc, je pense que dans le cadre du réseau urbanisme et numérique, ils sont associés, ou même ils doivent regarder en tout cas, je le souhaite, cette webconférence. Voilà, bon, ça c'est un premier sujet. Après, il y a l'autre prestataire privé qui est important, et je pense qu'il faut le dire, c'est l'éditeur de logiciels, évidemment. La majorité, voire la quasi-intégralité des communautés sont équipées avec des outils de gestion des demandes d'autorisation d'urbanisme, et c'est un facteur clé de réussite que de s'associer avec les bons éditeurs et de travailler. Ils en sont très conscients d'ailleurs, très mobilisés, très conscients, parce que ça leur donne l'opportunité d'avoir des services plus riches, évidemment. Donc voilà les deux prestataires privés. privés. Que vous avez fait aussi, Mme Loiseau, justement avec l'éditeur de logiciels, ce que vous indiquez. Oui, il est incontournable. Sur les outils que vous avez mis en place? Alors, auprès des agents de la métropole déjà et surtout des agents des communes qui la composent, on a fait beaucoup de communication depuis, du coup, parce qu'on a commencé à peu près fin 2017, puisqu'on se préparait pour novembre 2018. Donc, on a fait beaucoup de communication, on fait des réunions plénières avec les maires et les services urbanisme. Et on a une lettre d'information trimestrielle qui permet de se tenir informé de l'avancée du projet. Et on a édité un kit de sensibilisation à la dématérialisation pour les communes, de façon à appréhender, parce que c'est quand même un projet complexe qui recouvre beaucoup de thèmes, et il y a une composante technique, une composante ressources humaines, donc c'est important d'y voir clair, et donc on a édité ce kit pour nos communes. Alors, quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer, que vous rencontrez, et éventuellement les contraintes? Alors, tout d'abord, la principale difficulté, enfin, si on peut dire que c'est une difficulté, mais c'est au niveau humain qu'il faut vraiment être vigilant, parce que bien sûr, il va y avoir une évolution des missions. Ce qu'on disait, toutes les tâches qu'on dit plus simples ou rébarbatives, comme tamponner toutes les pages du dossier quand celui-ci arrive en 10 exemplaires, ou saisir les informations. Donc ça, ce sont des émissions qui sont appelées à disparaître, au moins pour partie, parce qu'il y a quand même encore des dossiers papier.
Et du coup, il faut gérer ça au niveau humain, c'est pas neutre. Il faut aussi gérer l'évolution des outils, notamment l'augmentation du temps de travail sur écran inquiète beaucoup les instructeurs qui aujourd'hui déploient des plans grand format sur leur bureau, alternent avec la rencontre de l'usager, un petit peu d'informatique et demain ont du mal à appréhender leur métier en disant mais je ne veux pas passer toute ma journée derrière l'écran. Par rapport à cette question des plans, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre à une question justement qui est formulée, savoir s'il y a des formations qui sont envisagées par le CNFPT pour répondre à la mise en pratique de l'instruction dématérialisée. Alors, pour le moment, non, mais cet après-midi, j'ai un comité de pilotage, et nous avons décidé, suite à un autre webinaire que nous avons réalisé avec le CNFPT, d'inviter le CNFPT pour que ce soit une de notre cheville ouvrière du plan de conduite du changement et qu'il soit particulièrement au courant du programme et qu'il puisse proposer des formations qui sont tout à fait cohérentes avec le programme pour les collectivités territoriales. Donc, le CNFPT, la personne du CNFPT en charge des sujets d'urbanisme est très partante, très motivée pour faire, voit bien qu'il y a des besoins, comme on peut le voir avec le nombre de personnes qui assistent à cette webconférence. Donc, globalement, c'est une offre de formation qui devrait à un moment arriver. Alors après, quels sujets seront abordés, je ne peux pas le dire tout de suite, mais très clairement, on doit y travailler avec le CNFPT. D'accord, merci beaucoup, monsieur Lamme. Excusez-moi, madame Loiseau. Non, mais j'en profite pour rebondir, parce que dans une matière de formation, on a aussi, nous, mais du coup, en interne, prévu un volet formation important pour apprendre à se servir des nouveaux outils numériques, à bien utiliser le logiciel. Il est déjà déployé dans les communes, mais on voit bien qu'il y a des communes qui l'utilisent à minima, alors que demain, il va falloir qu'elles fassent tout avec les consultations, les avis de service, gérer les délais, alors qu'aujourd'hui, on n'a pas tout. Donc, c'est important de bien former les agents sur ces questions. Ensuite, les difficultés ou contraintes sont au niveau organisationnel, puisqu'en fait, il faut changer les méthodes de travail, en profiter pour revoir ces procédures. Aujourd'hui, par exemple, le dossier papier, quand il arrive dans un service, il passe au bureau d'une personne, puis il est transporté physiquement au bureau d'une autre personne qui fait autre chose. Il revient parfois à la personne, enfin, voilà, il a un petit circuit, et demain, au format numérique, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a besoin de continuer à avoir cette suite, cet enchaînement d'actions, ou est-ce que si on redistribue les missions en faisant monter par exemple en compétence la personne qui était au début de la chaîne, est-ce qu'elle ne peut pas faire un peu plus d'actions et ne le passer à qu'une deuxième personne dans un second plan? Donc là, voilà, il faut travailler sur la réorganisation des services alors, la difficulté qu'on rencontre, c'est plus au niveau des agents. En fait, ils ont du mal à se projeter et à savoir comment ils vont travailler, parce que c'est tellement d'outils différents entre le guichet, la téléprocédure, après le logiciel. Et encore, nous, le logiciel, on l'utilise déjà pour les avis, donc c'est déjà un peu plus concret. Comment est-ce que je vais consulter mes plans? Est-ce que c'est dans le même logiciel ou pas? Justement, juste pour préciser, le logiciel de gestion d'instruction, parce qu'il y a des questions qui nous parviennent, quel est-il Le nôtre, celui qu'on utilise, c'est Carte ADS de GFI. Il y en a d'autres. En tant que représentant de l'État, je dois dire qu'il y en a d'autres et qu'on travaille avec une vingtaine d'éditeurs sur un chantier de standardisation pour qu'on parle le même langage, et qu'au sein des expérimentations, 7 sont partis avec nous. Donc ça veut dire qu'on est en train de constituer une offre tout à fait concurrentielle et face à un besoin solvable d'évolution des outils. C'est important de préciser, merci beaucoup. Voilà, un point important aussi par rapport à l'utilisation des plans numériques et nous on ne l'a pas encore complètement résolu, c'est comment mesurer sur les plans, parce qu'aujourd'hui on a besoin de mesurer des distances, des surfaces, et c'est facile sur un plan papier sur lequel on peut annoter, c'est assez naturel pour les instructeurs, et il faut qu'on arrive à retrouver cette facilité avec les plans papier. Un plan numérique. Donc ensuite, au niveau des ressources, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut faire évoluer son parc informatique. Alors, il y a les postes des instructeurs. Alors, du coup, ça peut aussi nécessiter de se réorganiser pour peut-être limiter le nombre d'achats
en disant si on spécialise les gens, on le voit, la question se pose par exemple pour les services de l'eau ou de la voirie, les agents ne font pas que ça, ils font d'autres choses. Mais si on décide d'investir pour qu'ils puissent instruire, est-ce que dans ces cas-là, il ne vaut mieux pas spécialiser? Donc il y a un choix à faire. Pour nous, il n'est pas encore fait, mais il y a un choix à faire. Voilà. Et puis bien sûr, il faut mettre en place et sécuriser le système d'information pour garantir une sécurité et avoir un réseau Internet suffisant. Parce que si du coup on doit lire des plans numériques qui sont hébergés sur un serveur via Internet, il faut avoir le débit qui va avec. Voilà. Et puis le dernier chapitre que j'ai indiqué, c'est la relation à l'usager, parce que ça pose quand même des questions. Déjà, il y a l'accès au numérique, puisque tous les usagers, alors on a un petit peu de tout, on voit qu'on a des communes où on a des gens qui attendent avec impatience la dématérialisation et qui ne comprennent pas qu'on fasse encore de l'instruction au format papier. Et puis, sur d'autres communes, on sent que ça va être un petit peu plus compliqué avec des personnes qui ne pourra pas faire évoluer vers le numérique, ou alors en tout cas il faudra accompagner. Il faudra accompagner, mais le dépôt papier sera toujours encore possible parce qu'il y a des questions. Voilà. Oui, mais pour la collectivité, il faut inciter, il faut encourager. Voilà, parce que la collectivité, si on ne veut pas avoir de double flux, c'est la collectivité qui va devoir numériser à ses frais. Donc on va essayer d'encourager au dépôt numérique pour en avoir le plus possible. Voilà. Sur les avantages Sur les avantages, bien sûr, on espère pouvoir tirer tous les bénéfices d'une gestion informatique et des échanges dématérialisés avec une fluidité, une rapidité. Tout à l'heure, je citais le problème, par exemple, des consultations, quand on n'a pas assez de dossiers. Aujourd'hui, ça pose problème au format papier, ça fait perdre du temps. Demain, en format numérique, on ne devrait plus être confronté à ce problème. Donc on a bien sûr aussi les avis qui reviennent au format numérique, donc ça aussi on peut les intégrer par exemple dans son arrêté. On pourra améliorer le pilotage de l'activité puisque du coup les tableaux de bord seront faits de façon automatique. Et puis derrière en arrière-plan on a l'archivage électronique. Ce qu'on a dit c'est quand même une question assez pointue dans les communes. Je fais le lien avec RGPD. On n'a pas parlé d'un mot, peut-être. Oui, alors sur la RGPD, donc au niveau du ministère pour nos solutions, mais c'est vrai aussi pour les collectivités territoriales qui sont responsables de leurs données, il faut évidemment veiller au respect de la RGPD. Dans le cas, on a forcément dans le cas des dossiers des demandes d'autorisation d'urbanisme, on a des données personnelles. Une particularité de ces données personnelles, c'est que pendant l'instruction, elles sont confidentielles, donc il faut veiller, mais après l'instruction, elles sont tout à fait consultables. Clairement, la CADA, on fait même de la publicité, puisqu'il faut que les tiers puissent éventuellement ne pas être d'accord avec la décision. Donc, on a véritablement sur ce sujet-là, on est sur des données personnelles, pas des données sensibles au sens RGPD, les orientations sexuelles ou les orientations syndicales, évidemment tout ça, ou des problématiques de droit pénal, pas du tout. Par contre, on a des données qui sont quand même personnelles, donc il faut veiller à ça. Donc nous avons, pour les outils de l'État, mais il faut le faire, et d'ailleurs, je crois que la CNIL a publié un document très intéressant à l'attention des collectivités territoriales sur RGPD et collectivités territoriales, qui donne quelques pratiques, quelques fiches pratiques qui peuvent être très opportun de regarder sur ces sujets-là. Mais au niveau de l'État, on est très vigilant, surtout qu'on va avoir un système central et on va construire ce système. On a fait une étude des BIOS, une étude de sécurité, parce que ce système central, il va énerver l'ensemble de la communauté. Donc, il faut qu'on ait quelque chose de très sécurisé. Merci. Donc je poursuis sur les avantages et bénéfices, donc sur l'automatisation de certaines tâches, on l'a déjà dit. Donc on va essayer de mettre à profit une évolution des métiers et notamment pouvoir faire monter en compétence certains agents ou réallouer la charge de travail sur par exemple du terrain ou plus de conseils. Anecdotique, mais important quand même, la dématérialisation du coup rend le télétravail possible, ce qui aujourd'hui était plus compliqué. Ensuite, c'est plus des attentes, là pour le coup, on verra si ça se concrétise, mais par rapport au dossier,
l'intérêt en fait d'avoir un dossier numérique par rapport au dossier papier. On espère que grâce à la plateforme ADO, du coup, on pourra avoir des dossiers de meilleure qualité. Et puis, la gestion informatique des pièces du dossier aussi va nous permettre d'avoir un versionning, d'avoir un seul dossier. On consulte tout le monde vraiment sur le même dossier plutôt que d'avoir une version avec les pièces complémentaires sans les pièces complémentaires. On ne sait plus trop où on en est. Et puis après, il y a aussi les nouveaux usages qu'on va pouvoir attendre de tout ce qui est numérique avec des plans dynamiques avec différentes couches d'informations qu'on pourra superposer ou pas, et le BIM ou d'autres améliorations que pourrait nous amener l'informatique. On termine avec la relation à l'usager. Dont on a déjà oui, c'est la modernisation du service public, c'est vrai que c'est quand même important. Du coup, l'usager va aussi bénéficier d'une aide au montage de son dossier, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui sont en difficulté pour monter leur dossier et puis permettre de suivre l'avancement de l'instruction et avoir un gain de temps. Bien sûr, on va avoir du gain de temps, on espère pouvoir le mettre à profit de l'usager, mais il sera aussi mis à profit des services urbanisme, je pense. Il y a plusieurs questions justement sur ces relations avec l'usager, le risque de standardisation, le risque excusez-moi, de perte de contact, vous l'avez signalé, voilà, ce n'est pas le cas, il y aura toujours des relations qui sont faites. C'est primordial de rencontrer le service urbanisme en amont du montage de son dossier. C'est le gage d'avoir un dossier de meilleure qualité et qui a plus de chances d'avoir un avis favorable au bout. Mais la téléprocédure, elle est là pour compléter, ça vient en plus, mais ça ne remplace pas le contact humain, c'est sûr. Normalement, ça doit donner du temps aux instructeurs pour faire plus d'instructions et éventuellement avoir plus offrir une meilleure qualité de service pour les usagers, pour les pétitionnaires, clairement. Très bien, merci beaucoup. Alors, avant de passer aux questions de nos internautes qui sont très nombreuses et on vous en remercie, il y a une question importante, une question là concernant la prochaine webconférence organisée par la DGALN. Souhaitez-vous donc vous inscrire à cette webconférence qui aura lieu le 29 novembre et qui concerne l'ingénierie des transitions? Donc la question étant de savoir si vous souhaitez y participer ou non. Donc je vous rappelle la thématique de cette webconférence, l'ingénierie des transitions, les dispositifs d'accompagnement de l'État. Donc merci par avance d'y répondre. Donc concernant ces très nombreuses questions. Je vous en ai posé au fur et à mesure déjà de vos interventions. Alors, il y en a une concernant éventuellement des points de difficulté réglementaire. Est-ce qu'ils ont déjà été identifiés annonçant des évolutions réglementaires? Alors, clairement, on l'a très peu abordé et je vais faire vite. Donc, on mène un chantier en parallèle du chantier technique, on mène un chantier juridique. Les deux sont liés déjà, entre le chantier d'ingénierie et le chantier juridique, les deux sont liés. Donc, ça, c'est important. Ce chantier juridique doit arriver à la production pour l'année prochaine, milieu d'année prochaine, 2 textes. Un arrêté qui est prévu par la loi Elan pour dire voilà le dispositif qui devra être mis en place, donc du réglementaire, et puis un décret qui vise à faire rentrer pleinement dans les textes, dans le code de l'urbanisme, la dématérialisation. Donc ça soulève effectivement des points juridiques. Et puis du côté de la DGALN, on pense qu'il faut avoir des textes qui feront l'objet d'une forte concertation. Donc le premier semestre 2020 sera consacré à faire cette concertation pour avoir des textes qui soient pratiques et qui soient immédiatement applicables. Et il y a évidemment des sujets juridiques, que ce soit sur la signature, sur les délais, etc., qui font l'objet d'instructions. Merci beaucoup. Alors, une autre question, quid des gros dossiers qui font parfois l'objet de mise au point de détail lors de l'instruction? Comment ces mises au point seront-elles traitées? Ouais. Alors, je vais répondre, c'est très prosaïque comme réponse. On va commencer par les dossiers qui sont des dossiers simples et qui sont, j'allais dire, ce qu'on appelle en langage
de gestion de projet, les cas autoroutes, c'est-à-dire les gros flux, les maisons individuelles, que ce soit les permis ou les demandes préalables, ce genre de choses, qui ne posent pas de difficultés, on va les traiter. Après, il y aura des gros dossiers, ces gros dossiers qui concernent, je ne sais pas, les usines photovoltaïques ou des gros dossiers d'aménagement ou encore la rénovation de la gare du Nord. C'est le genre de dossier peut-être qui ne passeront pas tout de suite, mais j'allais dire, c'est pas l'essentiel, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'on commence à initialiser, qu'on amène des services pour les citoyens, j'allais dire, qui sont chez eux tranquilles et qui veulent une véranda ou qui veulent une piscine, j'en sais rien, ou ajouter un étage, ce qui est mon cas. Mais globalement, voilà, c'est ce genre de sujet qu'on veut adresser en premier. Les gros dossiers, ils seront peut-être toujours traités papier, on verra, mais c'est des sujets qui sont exceptionnels. Exceptionnels en termes de fréquence, mais qui arrivent relativement fréquemment néanmoins, puisque tout le monde est concerné. Alors, je suis absolument désolée parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions, donc voilà, on ne pourra pas y répondre toutes. Merci beaucoup, merci pour ces éléments de réponse. Nous continuerons de toute façon à échanger. Merci beaucoup Madame Loiseau, merci beaucoup Monsieur Lannes, et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et pour toutes vos questions. Et donc, rendez-vous est donné avec la DGALN pour la prochaine conférence le 29 novembre. Merci encore. Merci Madame.